Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler d'un phénomène là, qui s'est passé là, ces derniers temps, un sujet qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, là, Instagram, TikTok notamment, avec les petites stories, mais qui a fait aussi la une des titres internationaux. C'est la révolte des fabricants chinois qui se présentent pour la plupart comme étant des sous-traitants de grandes marques, qu'ils nomment directement, Nike, H&M, Zara, dont on sait très bien que les produits de ces marques-là sont fabriqués en Chine, ça c'est pas une surprise. C'est là aussi il y a une confusion et un mélange qui peut être un petit peu malhonnête, mais il parle aussi, et c'est là où est le problème, c'est qu'il parle de grandes marques comme Hermès, Louis Vuitton. Et donc nous, en tant que consommateurs, on présuppose que les produits de ces marques-là sont fabriqués par des artisans français ou des artisans italiens, voilà, qui sont sélectionnés pour leur excellence. Donc là, on a ces fabricants chinois qui vous expliquent à coup de petites vidéos ultra rapides, ils vous font un topo détaillé du coût de fabrication et vous expliquent à la fin, mais pourquoi vous passez par ces grandes marques qui margent et ces marges sont totalement incohérentes, autant acheter directement vos produits chez nous et vous paierez le même produit, le même sac pour une fraction du prix. Donc c'est vrai que la question se pose et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant et qu'on doit aborder. Et comme j'ai une expertise dedans, parce que j'ai travaillé pour un sous-traitant qui fabrique des sacs pour Louis Vuitton, je peux vous apporter ce regard-là et aussi vous expliquer un petit peu la problématique, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, cette situation-là. Et autant énormément de raccourcis sont faits et des caricatures sont faites par ces fabricants chinois sur ces petites vidéos, là, ces shorts, mais autant il y a plein de choses à dire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 33 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Pas mal de vous se sont abonnés ces derniers temps, donc j'ai envie de vous dire bienvenue, ça me fait très plaisir. Et rejoignez-nous, les bricologistes, c'est aussi, je les appelle aussi les bricologues, c'est comme ça que j'appelle les abonnés de cette chaîne et de ces épisodes de Mes Bricolos. Donc rejoignez-nous, je vous ai fait un petit effet hypnotique pour vous encourager à cliquer sur le petit bouton abonnement. Aussi, en tant qu'à faire, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, puisque c'est notre rendez-vous hebdomadaire, c'est le principe de ces épisodes de Mes Bricolos. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, et dans ces épisodes, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc comme c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est vrai qu'on arrive à suivre l'actualité. Moi, ce qui se passe généralement, c'est que quand j'arrive dans mon studio de design, qui est basé à Marrakech au Maroc, j'allume la caméra et je fais pas de post-production ni rien du tout, puisque le but du jeu c'est d'être le plus authentique et le plus sincère possible quand je commente ces actualités de la création, de l'innovation et du design, et le principe c'est après de se retrouver dans les commentaires. Mais là j'ai envie de vous parler de ce type là, il est extraordinaire parce que ce mec là on le voit partout là. J'aurais bien aller manger avec lui pour aller papoter et discuter et lui dire mais mec, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors bien évidemment, il tient dans la main un sac Hermès, souvent dans plusieurs de ses vidéos, c'est des Birkin et des comment ça s'appelle, tu as le Birkin de chez Hermès et tu as le Kelly, voilà, de chez Hermès, souvent qu'il montre comme ça fièrement en disant regardez, il vous fait un topo détaillé en vous expliquant regardez combien ça coûte, regardez les matériaux, les mecs vous le vendent à un prix exorbitant. Moi, si vous passez directement par moi et que vous bypassez ces grandes marques, je peux vous le proposer à un prix compétitif. Alors, effectivement, ça fait la une des médias, ça fait la une de Maroc Hebdo, même chez nous, luxe sous étiquette chinoise, le scandale Made in China, qui secoue Hermès Louis Vuitton sur fond de tension commerciale entre Pékin et Washington, parce que c'est ça la vraie problématique, c'est la guerre des tarifs, c'est-à-dire des taxes douanières entre Trump et la Chine. Là, il y a une guerre économique qui est énorme, donc évidemment, il se renvoie des noms d'oiseaux, si vous voulez, à tour de rôle, et donc une série de vidéos virales sur TikTok met en cause les grandes maisons de luxe occidentales accusées de fabriquer leurs produits en Chine à bas coût, et c'est justement là que se pose la problématique. Et quand je vous parlais en introduction de la malhonnêteté un petit peu, enfin d'une confusion qui peut être malhonnête, c'est parce que effectivement quand tu parles de Nike, Zara et toutes ces grandes marques, elles fabriquent en Chine, donc le coût
de fabrication et le coût de vente est quelque chose sur lequel on peut débattre. Mais quand on parle de marques de luxe comme Hermès et Louis Vuitton, c'est ce que je vous explique, on présuppose que ces marques sont fabriquées, enfin les produits sont fabriqués en Occident, en France et directement en Italie ou dans d'autres pays justement où il y a ce travail artisanal de qualité. Et donc ce qui est intéressant, c'est quand on prend l'article de Hypebeast, ils vous font un historique détaillé, si vous voulez, de tout ce qui s'est passé et donc de ces vidéos TikTok qui sont présentées où ils vous expliquent, voilà, je vais vous parler de ce fabricant. Alors déjà, première chose qu'il faut noter, c'est que quand ils vous expliquent que ce sont des sous-traitants, ces fabricants chinois sont des sous-traitants de grandes marques, on n'a jamais aucune preuve. C'est-à-dire qu'ils vous mettent des logos, mais on n'a jamais aucune preuve. On n'a jamais aucune preuve du fait que ces fabricants travaillent pour ces grandes marques. Alors, il s'est avéré que j'ai travaillé pour Louis Vuitton, c'est ce que je vous expliquais, pas pour Louis Vuitton directement, pardon, mais pour un sous-traitant qui est installé à Poitiers, qui travaille pour Louis Vuitton et qui fabrique ce sac qui s'appelle le Neverfull, qui est cette espèce de cabas qui est très connu, très très connu, qui est vendu quand même 1600 €. Hein, c'est un certain... C'est important, quoi. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas s'acheter ce sac-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ce sous-traitant est installé à Poitiers et que la totalité du sac est fabriquée à Poitiers. D'accord ? Il n'y a pas d'assemblage, c'est-à-dire ce que vous expliquent ces fournisseurs, ces fabricants chinois. Alors, je remets dans le contexte, hein, j'ai travaillé avec ce sous-traitant, c'était quand j'étais étudiant à l'ENSI Les Ateliers, donc ça a été, maintenant c'est un peu plus de 20 ans. Non, ça fait 20 ans. Ça fait exactement 20 ans. Donc, j'ai travaillé avec ce sous-traitant. Donc, peut-être que depuis, ça a évolué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, et c'est encore le cas, j'en suis sûr, ce sac était 100% fabriqué à Poitiers et la totalité du sac. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que même la petite quincaillerie, là, tous les petits éléments que vous voyez qui sont rajoutés, j'ai vu la machine qui les fabrique. Hein, j'ai vu la ligne de production, ce qui était extraordinaire parce que quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas forcément l'occasion de visiter ces usines et on s'était déplacé à Poitiers, on avait fait le trajet entre Paris et Poitiers et on avait visité l'usine et le directeur, le patron de l'usine nous avait vraiment fait visiter toutes les étapes de fabrication et on avait bien constaté que ce sac est fabriqué 100% à la main, hein, totalement, qu'il y a énormément de pertes déjà dans la sélection des matériaux pour arriver à faire en sorte que le monogramme soit parfaitement centré, d'accord ? Donc il y a énormément de pertes puisque pour faire un sac, vous êtes obligé de prendre une énorme quantité de matériaux. Bien plus que si on devait simplement faire un sac sans avoir la contrainte de la symétrie de ce monogramme. Et en plus de ça, le contrôle qualité en fin de production est drastique, pris en charge d'ailleurs par les sous-traitants, il est drastique et donc il y a énormément de rejets. Donc ça fait que ce sac au prix unitaire est élevé, non pas par les matériaux et si vous voulez, si on fait un récapitulatif des matériaux, c'est vrai que on constaterait que ce sac n'est pas aussi cher qu'on l'imagine en fabrication, au coût de fabrication, mais quand on calcule la perte, ça augmente la valeur. Alors, au-delà du coût de main-d'œuvre, je veux dire, le nombre de rejets fait que le produit augmente de la valeur, parce que pour un sac, il y en a peut-être 3 qui auraient pu être fabriqués, mais qui sont soit rejetés, soit qui ne peuvent pas être fabriqués puisqu'on perd la symétrie du monogramme. Enfin, il y a énormément de choses. Et c'était fascinant de voir à quel point c'était complexe, non pas dans la fabrication, mais dans le contrôle qualité, si vous voulez. Donc j'ai pu le constater, ça c'est une expérience que j'ai eue, j'ai travaillé avec d'autres marques, bien évidemment, et qui me permet de vous dire aujourd'hui que c'est pas si simple que ça et que quand on a cet individu qui nous fait un espèce de récapitulatif, il a raison dans l'absolu quand il calcule les matériaux et le coût de la matière première, mais quand on parle de main-d'œuvre, bon, bien évidemment c'est supérieur, mais en fait c'est la complexité de fabrication. Alors même si évidemment, force est de constater, hein, et ça je suis tout à fait d'accord, la qualité a drastiquement augmenté en Chine et qu'on se retrouve avec des ateliers de fabrication qui sont capables et ça c'est évident de fabriquer des produits de qualité équivalente, hein, ça c'est sûr et certain.
là, en face de nous, on a une copie. On n'a pas la version originale. Hein. On a une copie. Il essaye de vendre des copies et pas de vendre une version de la marque. Il n'est pas sous-traitant de Hermès, il n'est pas sous-traitant Louis Vuitton. Les sacs Kelly, les sacs Birkin ou la plupart des sacs Louis Vuitton ne sont pas fabriqués en Chine. Ils ne sont pas même pas mis en place en Chine pour être après assemblés en France ou en Italie. C'est pas vrai du tout. Ils sont totalement fabriqués localement. Donc ça c'est une certitude. Donc si vous voulez, il essaye de vous vendre des faux. Mais maintenant qu'on a élucidé cette problématique-là, comment est calculé ce coût, cette marge? Parce qu'il n'en reste pas moins vrai que même si on peut discuter de ça, est-ce que ces marges sont justifiées? C'est-à-dire, même si on se rend compte que peut-être le sac Neverfull de Louis Vuitton coûte en fabrication peut-être 200-300 euros. Alors, je n'ai pas le prix exact, hein, ça je l'imagine, parce qu'il y a beaucoup de pertes, parce que la problématique que je vous explique, le vendre 1600 euros, c'est quand même très important. Et c'est là où simplement une question à ChatGPT, hein, c'est-à-dire, explique-moi comment sont calculées les marges des marques. Tout simplement. Donc c'est là où moi je trouve qu'il y a quand même une malhonnêteté de ces fabricants chinois, même si je peux la comprendre sur le plan stratégique, économique, hein, de guerre économique, mais il y a une malhonnêteté parce que c'est souvent la malhonnêteté par la caricature et sursimplification. Parce qu'en fait, c'est connu, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose, il suffit de faire une petite recherche et on connaît ces marges-là, ces marges. Les mecs n'arrivent pas avec je veux dire, une information qu'on ne peut pas connaître. Vous posez la question à ChatGPT, il va vous faire un tableau très précis, en plus parfaitement compréhensible, et il vous explique que bah voilà, quand on travaille dans le domaine du luxe, c'est 8 à 15 fois la valeur initiale. Il vous donne un exemple, il dit ben voilà, si par exemple un objet coûte 100 euros, quand on fait une calcul de marge traditionnelle, on est sur un prix de vente à 300-600 euros. Quand on est dans le luxe, on peut dépasser 1500 euros. Donc si on prend le cas de ce sac, peut-être qu'il coûte en termes de fabrication, même en calculant les parts, 100, 200, 300 euros, et qui est vendu 1600 euros. D'accord? Mais pourquoi cette marge-là? Et c'est là où il explique, et c'est là où c'est très intéressant. Le coût de recherche et développement, le coût de marketing, le coût de communication, les salaires des loyers, les invendus, les boutiques, la communication. Quand vous voyez ces photos, mannequins, photographes, aller sélectionner le meilleur photographe, à faire appel à des mannequins pour avoir un beau site internet dans lequel on a un pack shot, des produits qui sont parfaitement présentés. Ça a un coût, le développement de ce site internet et la photo. Mais les boutiques, les employés, ces boutiques qui sont vraiment très jolies, où on peut découvrir et vivre l'expérience Louis Vuitton, même si moi je suis pas, j'apprécie pas plus cette marque que ça, mais force est de constater que quand vous allez dans une boutique Louis Vuitton, vous vivez une vraie expérience. Chose que n'a absolument pas à faire le sous-traitant, le fabricant. Lui, c'est pas du tout son problème. C'est-à-dire que lui, il n'a pas des photos. Il fait sa vidéo TikTok, mais il fait pas des photos avec des mannequins. Il n'a pas un studio de shooting. Si vous allez sur un site internet où vous achetez des fakes en direct, vous allez voir, c'est vraiment un minimum de photos. Les photos sont souvent dégueulasses. Et voilà, donc c'est pas, on n'est pas sur le même niveau d'exigence, le même niveau de... Et puis il n'a pas de boutique, il n'ouvre pas des boutiques pour vendre des produits. Le mec, il allume sa caméra et il vend son fake. Donc... sa contrefaçon, si tu veux. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Donc c'est pour ça aussi que la marge est importante, parce qu'elle est au regard de l'investissement initial et des coûts de fonctionnement qui sont inhérents justement au bon fonctionnement de ces marques-là. Alors est-ce que les marges aussi importantes sont... Des fois, bien sûr qu'il peut y avoir de l'excès, mais... C'est trop facile d'arriver en étant fabricant et en te disant, ben voilà, alors que le mec, il dépense rien. Et d'ailleurs, si on continue et qu'on pose la question à ChatGPT en lui disant, mais alors si tu es fabricant, comment est calculée la marge? Il t'explique, il te dit, bon ben voilà, quand on est dans l'artisanat haut de gamme, on est à peu près à 30%, entre 15 et 30%, ce qui n'a rien à voir avec les x8. Hein. Là, on est sur x8, x15. On n'est pas sur du... c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Alors, à quoi correspond la marge? Les coûts de matière, les salaires, l'amortissement, les charges fixes, fonctionnement de l'usine. Mais je veux dire, on n'a pas du tout les mêmes coûts et les mêmes dépenses que peuvent avoir des marques de luxe. C'est pas du tout la même chose. Donc, il faut bien le répercuter quelque part. Mais quand ce mec-là, si tu calcules une marge pour ces 15-30%, quand ce mec-là, il te fait un topo, il te dit « viens l'acheter chez moi », c'est là où il te prend un petit peu pour un...
Il se fout un peu de toi, j'ai envie de te dire, parce que lui, il fait pas 30% quand il te le vend à toi directement, il se fait beaucoup plus, le mec. Et tu vois, c'est là où c'est malhonnête. C'est parce que lui, il se fait pas 30%, 15-30%, c'est quand tu es sous-traitant et que tu travailles officiellement pour une marque. Mais quand tu vends directement, tu fais une copie et tu le vends directement, tu fais pas une marge de 30%, tu fais beaucoup plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est malhonnête. Si te le vendait à 30% au même titre que la marge, à la limite, ça pourrait être discutable en dehors du fait que ce soit un faux. T'achètes un faux quand même. Voilà. Et là, on arrive à cette problématique du coût, toujours de la marge. Et ça, c'est un cas d'école qui est enseigné dans les écoles de design, qui m'a été enseigné quand moi j'étais étudiant en design. Et je vous attends dans les commentaires. C'est la chaise Pantone. La chaise Pantone de Werner Pantone, éditée chez Vitra, qui est une icône du design, très 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 connue. Il y a beaucoup de copies de cette chaise qui ont été produites. Maintenant, l'éditeur officiel, c'est Vitra. C'est Vitra qui a développé ce produit-là. Et pourquoi on l'étudie en école de design? Parce que le cas de la chaise Pantone permet de comprendre la complexité de développement d'un produit créatif. Et ça, c'est un vrai... Je veux dire, ça coûte de l'argent. Et la prise de risque créative coûte de l'argent et doit être valorisée à un moment donné. Donc, quand on étudie l'histoire de cette chaise, on comprend. Alors, je vais vous faire un topo très rapide. En 1950, le designer danois Werner Pantone a dessiné la chaise. Ça n'a pas été une commande de Vitra, ça n'a pas été la commande d'une marque. Il l'a dessiné tout seul parce qu'il avait cette idée dans la tête. On voit ses dessins où il voulait faire une chaise monobloc, monomatériaux. Voilà, on est dans l'esprit d'un artiste, d'un créateur qui réfléchit à un objet et qui a une vision. Voilà. Et cette vision, la première fois qu'il la met sur dessin, sur papier, c'est en 1950. Et il cherche un fabricant, il cherche une marque, il trouve personne. Et ce n'est qu'en 1963, d'accord, qu'il rencontre Vitra, la marque Vitra, donc c'est Willy Fellbaum, j'espère que je prononce bien son nom, qui justement adhère à la vision de Werner Pantone et lui dit, écoute, c'est compliqué, mais on va développer ta chaise, on va la fabriquer, on va la vendre. D'accord? Donc t'imagines, c'est-à-dire pendant 13 ans, le mec, il garde son dessin, il va de marque en marque, de fabricant en fabricant, il trouve personne. Déjà, en 1963, il trouve quelqu'un, Vitra, qui adhère à sa vision, et il commence à développer des maquettes. Pendant plusieurs années, ça va durer 4 ans avant que l'objet soit édité. Pendant 4 ans, ils développent des produits, des maquettes, ils font des tests, ils changent, ils font de nouveaux moules. Ça a un coût qui est énorme. Et puis finalement, en 1967, donc de 63 à 67, tu as bien compris, ça fait 3-4 ans qu'ils développent le produit, ils en sortent 150 pièces qu'ils mettent en vente. D'accord? Et puis alors, ils en sortent que 150 pièces parce qu'ils ont trouvé le moyen de fabriquer cette chaise, mais le problématique, c'est qu'elle demande beaucoup de travail de finition, ce qui fait que ils ne peuvent sortir que 150 pièces et que finalement, le coût de ces 150 pièces arrive à peine à rembourser la fabrication de ces 150 pièces, mais pas du tout le développement qu'ils ont fait pendant plusieurs années. Donc, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Déjà, le mec, il a passé 13 ans à chercher un fabricant, un fournisseur. Il trouve quelqu'un qui fait confiance à sa vision. Il passe 3-4 ans à développer le produit. Ils en sortent que 150. Après, ce qui se passe, c'est que ça commence à marcher. Les gens achètent un peu ces produits. Ça commence à fonctionner. Donc, Werner Pantone et Vitra continue à essayer de trouver des alternatives. Ils tombent sur un matériau de BASF qui est une matière qu'ils peuvent injecter. Le problème, c'est qu'il y a des contraintes techniques qui sont importantes et ils se rendent compte qu'à court terme, le plastique, enfin ce matériau de BASF s'abîme et casse, ce qui détruit l'image de Vitra. D'accord, ça détruit l'image de Vitra parce que Vitra est associé à la fabrication de produits de mauvaise qualité et il décide, Vitra, en 1979, d'arrêter la production. Donc les mecs, ils ont commencé la prod en 1967, en 1979, un peu plus de 10 ans après, d'accord, ils arrêtent la production parce qu'ils n'arrivent pas. Et comme ils n'arrivent pas à sortir un produit de qualité, ils préfèrent arrêter. Et ils ne relancent la production qu'en 1990, 11 ans après. Plus de 10 ans après, ils relancent la production parce qu'ils ont trouvé un moyen avec du polyuréthane, de la mousse polyuréthane. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de finition, c'est problématique. Et ce n'est qu'après
en 99 qu'ils arrivent à le sortir en polypropylène et là ça fonctionne. C'est-à-dire en gros, je te dis ça, ça a pris 40 ans. Les mecs pendant 40 ans, ils ont essayé, ils ont développé, ils se sont trompés, ils sont revenus, ils ont changé la matière, changé la technique de fabrication, changé la forme de l'objet pour le rendre plus solide, pour essayer de trouver des alternatives, donc garder la forme générale mais changer quelques éléments et quelques paramètres. Donc voilà. Et alors, un succès comme celui-là, après coup, tu dis, bah évidemment, quand toi, tu es une usine qui fabrique en Chine, tu prends le modèle original, tu copies, t'en fais une copie, tu fabriques un moule et tu travailles sur l'injection, c'est pas toi qui t'es galéré pendant 40 ans à développer le produit. Donc moi, quand je travaille avec des clients qui adhèrent à ta vision, qui parient sur la création sans être sûrs, ils sont convaincus de ta vision, mais ils sont pas sûrs que ça va fonctionner. Ça a un coût. Donc moi je valorise cette vision, c'est-à-dire d'adhérer à cette vision, pardon. Il faut valoriser cette prise de risque. Cette prise de risque, ça a un coût. Et moi je suis très content quand un fabricant, une marque a cru en mes travaux, en mes projets et a décidé de m'accompagner, d'investir dedans et de pouvoir le vendre et que ça me fonctionne et qu'ils arrivent à rembourser le développement. Moi je suis très content pour cette marque qui justement ça leur apporte de l'argent. Je suis très content. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est compliqué. Donc, quand tu étudies le cas, et je vous conseille d'aller même sur le site de Werner Pantone qui explique toutes ces étapes, toute cette évolution, il montre des super belles photos de ce produit-là, parce que c'est un cas d'école. C'est pour ça qu'on l'étudie en école de design. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à ce charmant bonhomme là qui me présente des sacs Hermès, j'ai envie de lui dire plutôt que de faire des copies, vu que, et je suis convaincu, hein, quand je vois les vidéos, je suis convaincu de la qualité de fabrication et de finition, hein, très bien. Donc je suis convaincu de ton exigence et de la qualité des produits que tu fabriques, mais fais appel à des designers chinois. Arrête de faire des copies. Si tu as une chaîne de production et un outillage qui te permet d'avoir une qualité équivalente à des produits manufacturés en France ou en Italie, ce qui est certainement le cas, et je ne le mets pas du tout en doute, fais appel à des designers chinois, développe une marque, développe des produits, dessine tes propres produits. Au Japon, ils le font très bien, hein, d'accord, ou ailleurs d'ailleurs. Et tu vas voir que c'est pas si évident que ça et que tu margeras peut-être pas à 15, 20, 30, 40, 50 comme peut le faire peut-être Hermès, mais tu seras obligé d'augmenter ta marge parce que le coût de développement, le coût de fabrication, quand je parle de fabrication, c'est de développement, maquette, de test, et puis après de marketing, de communication, développer sa ligne ses boutiques, s'occuper de la distribution, tu vas voir que c'est un autre coût. Mais fais ça plutôt que de faire des copies. C'est ce que j'aurais envie de te dire. Voilà, fais confiance à des créateurs chinois, adhère à des visions et valorise ce travail-là. Voilà, et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode de Mes Bricolos. J'ai envie de vous retrouver dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, hein? Donc on se retrouve dans les commentaires. En attendant, je vous laisse avec des vidéos à gauche et à droite, et ma petite ganache si vous voulez vous abonner. Et puis je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Donc slama à tous et à la semaine prochaine. Bye.